Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. En cette journée internationale des migrants, nous allons parcourir ce soir les grands dossiers qui ont marqué l'année en matière d'asile, de migration et de régularisation. Et on va en discuter avec Sotieta Ngo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du CIRE, Coordination et Initiative pour réfugiés et étrangers. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors, des morts, encore et toujours en Méditerranée, d'autres plus près de chez nous, en mer du Nord, dans la Manche, des milliers de migrants qui s'entassent aux frontières de l'Europe, des centaines de personnes en grève de la faim en Belgique qui aujourd'hui se sentent trahies, des personnes qui campent aujourd'hui devant l'Office des étrangers. Est-ce qu'on peut dire, Sotieta Ngo, que c'est une année particulièrement noire pour vous ? En fait, oui, on peut dire que c'est une année particulièrement noire, mais notamment par la gravité de la situation et de tous les indicateurs aux frontières, sur le territoire, aux frontières proches comme aux frontières éloignées. Mais ce qui est grave, c'est de savoir que cette situation se répète d'année en année et que l'ampleur des phénomènes, mais quand on parle de phénomènes, en fait, ce sont des personnes derrière, ce sont des vies humaines, que les vies humaines qui sont concernées sont de plus en plus nombreuses et l'indifférence de l'opinion publique, mais aussi des autorités, est fracassante. Et donc oui, dans ces termes-là, et avec ce contexte-là, c'est dramatique et c'est une année noire, effectivement, en termes de migration, pour l'impact sur les personnes migrantes elles-mêmes. Alors on va revenir, j'ai dit, sur différents dossiers, et peut-être celui qui aujourd'hui est le plus urgent, ce sont ces personnes qui campent littéralement devant le centre fait d'asile de Petit Château, du Petit Château à Bruxelles. Vous aviez introduit une première action en justice, vous venez d'en réintroduire une nouvelle cette semaine, pourquoi ? Alors pourquoi ? C'est parce que donc Fait d'asile, c'est l'agence pour l'accueil des demandeurs d'asile. Et donc le système belge et européen est ainsi fait que lorsque une personne introduit une demande d'asile, elle doit être accueillie. C'est la mise en œuvre de directives européennes et en gros la traduction de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc ça veut dire qu'une personne se présente, elle a 7 jours ouvrables pour introduire sa demande d'asile et elle bénéficie de l'accueil parce qu'on a décidé de ne pas donner d'aide financière, par exemple, aux demandeurs d'asile. Ça, c'est la théorie. Chaque année, depuis une dizaine d'années, à certains moments de l'année, Fait d'asile se retrouve en incapacité de faire face à ses obligations. Et donc, on voit des personnes se présenter au centre du Petit Château, le lieu pour maintenant introduire sa demande d'asile et bénéficier de l'accueil. Eh bien, le Petit Château ferme ses portes ou ne les ouvre que dans des horaires très limités ou ne les ouvre pour quelques quotas. Aujourd'hui, il ne s'agit ni de quotas ni d'heures limitées, mais les ouvre uniquement dans la proportion des places disponibles. Ça veut dire que s'il y a 20 places, 20 personnes peuvent entrer, mais si elles sont 150 devant la porte, ça laisse 130 sur le carreau. Donc effectivement, il y a près de 7 semaines, on a introduit une action en justice, on a mis en demeure le secrétaire d'État et ses administrations, parce que c'est bien les volets asile et accueil qui sont concernés. On a introduit une action en justice devant le tribunal de première instance. L'audience est fixée en janvier, mais on vient de relancer une procédure parce que depuis quelques jours, ce ne sont plus que les adultes qui sont concernés, c'est aussi les mineurs étrangers non accompagnés. Et donc, on voit des mineurs être laissés à la rue par défaut de place. Et là, oui, c'est vrai qu'avant, on voyait qu'on prenait les publics prioritaires, notamment les femmes, notamment les enfants. Effectivement. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas. Fait d'asile n'a plus la capacité. Et d'ailleurs, les travailleurs de Fait d'asile ont multiplié les actions aussi, symboliques et de dénonciation. La dernière action en date est récente. Elle s'appelait Sami Wake Up. Elle a été menée par les travailleurs de Fait d'asile pour dire, mais réveillez-vous, prenez la mesure de ce qui se passe et de ce qu'on doit faire en termes de violation des bénéficiaires de l'accueil et des demandeurs d'asile. C'est dire la gravité de la situation. Donc on a eu un jour 9 mineurs. 9, c'est les vulnérables parmi les vulnérables. Hein. C'est qui ces mineurs ? Sur les 9, il y avait 9 Afghans. Donc ça veut dire qu'on a des jeunes de moins de 18 ans qui traversent le parcours que l'on connaît, en passant par la Libye, la Méditerranée, des choses comme ça, qui finissent par arriver en Belgique, pensant arriver dans le lieu où ils vont être enfin en sécurité. Eh bien non. Le calvaire continue et ça n'est que grâce à la générosité d'hébergeurs de la plateforme citoyenne que ces mineurs ont trouvé un abri. Et donc, les travailleurs de Fait d'asile sont à genoux.
tous les travailleurs de l'accueil sont à genoux, les travailleurs sociaux de manière générale, et donc nous utilisons les armes que nous avons. Ça ne nous amuse pas parce qu'en fait, tous les ans, on introduit des actions contre fait d'asile et tous les ans, on les gagne. On devrait s'en réjouir, mais en fait, c'est pas une réjouissance. On devrait ne plus devoir introduire ce genre d'action en justice. On espère de nouveau les gagner, pas pour le plaisir de les gagner, c'est juste pour avoir des astreintes à l'égard de l'État et pouvoir nous-mêmes mettre ces jeunes à l'abri. Il y a quelques années, quand on voyait ces files devant le petit château notamment, on parlait de crise de l'asile. On disait qu'il y a une augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Aujourd'hui, on sait que ce n'est plus le cas et que c'est une crise de l'accueil. Et que c'est quoi? C'est la conséquence de cette réduction du nombre de places constant. En fonction de l'année, on réduit à chaque fois le nombre de places. Effectivement, c'est le système, c'est systémique. C'est le système qui crée la crise au petit château. Et donc, en fait, tous les ans, et j'ai entendu le secrétaire d'État encore dire oui, mais cette année, c'est particulier, Fait d'asile a perdu beaucoup de place, et c'est une réalité. L'été dernier, avec les inondations, eh bien, des centres d'accueil de Fait d'asile ont été touchés, donc Fait d'asile a perdu 1000 places, et puis il y a eu l'opération d'évacuation d'Afghanistan, qui a fait venir sur le territoire quelques centaines de personnes. Donc, cette situation-ci, en ce moment, est expliquée par cela, mais chaque année, c'est d'autres raisons qui expliquent la saturation, et donc, à un moment, être responsable politique, c'est anticiper. Anticiper, c'est rendre Fait d'asile capable de faire face aux aléas. Et on ne met pas Fait d'asile en état d'être capable de pouvoir faire face aux aléas. Parce que le système d'accueil est figé. Donc ça date déjà de Maggie de Bloch, ce modèle d'accueil, où on considère qu'il est saturé, que quand il atteint 94% d'occupation, mais 94%, c'est déjà trop. Et on compte au plus juste. On envoie un signal, on envoie un signal politique aussi de se dire que sur le dos des demandeurs d'asile, on peut faire des économies, on peut compter au plus juste. Et ben voilà le résultat. Des demandeurs d'asile sont à la rue. Ça n'émeut pas grand monde, pas beaucoup le secrétaire d'État en tout cas, parce que ça fait plus de 6 semaines que ça dure. On sait les températures qu'on a affrontées ces dernières semaines. Eh bien, il y avait des demandeurs d'asile. Et il ne s'agit plus ici de migrants économiques versus les bons demandeurs d'asile. On est face à des vrais demandeurs d'asile. Je tiens à préciser ici que les migrants économiques n'ont pas moins de droits et moins de dignité. On est face à la dignité humaine, mais en plus, dans le chef de ces demandeurs d'asile, il y a vraiment des droits importants à faire valoir à l'égard de l'État. Le droit de présenter sa demande d'asile, le droit d'être accueilli, c'est le minimum. Eh bien, ce minimum, depuis quelques années, n'est pas respecté 1 à 2 fois par an. Pour prendre l'ampleur de la chose, on estime à plus ou moins 500 personnes, pour l'instant, 500 adultes qui n'ont pas pu faire respecter leurs droits, et donc qui se retrouvent à la rue alors qu'ils devraient se retrouver dans un centre d'accueil. Alors, je disais, l'actualité, elle est malheureusement riche, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, concernant toute la question de la migration aujourd'hui en Belgique. Et l'actualité, c'est notamment ces demandes de régularisation. Alors, on va faire un petit saut, un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On va se replonger au mois de mai, juin, juillet. 475 personnes ont fait une grève de la faim, une grève de la soif aussi, pour réclamer des papiers. Donc, des personnes qui étaient sur le territoire en Belgique depuis longtemps, qui travaillaient et qui réclamaient des papiers. Alors je vous propose, juste avant d'en reparler, d'écouter un petit extrait d'une interview qu'on a réalisée avec Tariq, qui était le porte-parole de ces grévistes de la faim, et avec Cédric Héroux, connu pour son action dans la vallée de la Roya en France et qui était en visite au mois de juillet dernier. Avoir les papiers, ce n'est pas juste pour la forme, mais c'est avoir notre dignité. Parce qu'on a marre d'être exploité par les patrons, de travailler 15 heures par jour et d'être payé des miettes. C'est l'esclavagisme moderne au XXe siècle et en Europe. On ne veut pas avoir un titre de séjour juste pour avoir la liberté de circulation, ainsi de suite, mais pour travailler et contribuer. Et mourir pour cette cause? La cause, c'est la dignité. Si tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de vie. Et ça fait 5 mois et 20 jours qu'on lutte. On a commencé par des actions, des manifestations, des rassemblements, et c'était toujours pacifique. L'histoire qui sera lue demain par nos enfants, etc., de dire en Belgique, en 2021, dans une église monumentale, des gens se sont mis à s'automutiler. Il n'y a rien de plus violent que ça, c'est une violence silencieuse, quoi.
fait, c'est des postures. En fait. Ils sont dans une posture de se dire non, on ne régularisera pas parce que la loi, c'est la loi, machin. Mais il y a un moment, la logique, c'est la logique, quoi. Tu vois, moi, je suis paysan. Les paysans, on est des pragmatiques. Tu vois, quand ça pousse pas, ou quand ça déconne, ou qu'il y a des problèmes de floraison, ou de maturation du fruit, ou machin, même si dans le livre, il est marqué comme ça et qu'on voit que sur le terrain, c'est pas ça, on s'adapte au terrain, on s'adapte, sinon on mange pas, quoi. Et tu vois, si on gagne pas notre vie. Et là, la gestion, elle est absolument pas pragmatique. C'est quand vous avez des gens sur votre sol, là, depuis 20 ans, 30 ans, qui sont là, ils existent, en fait. Hein. C'est pas parce que tu leur vas pas leur donner des papiers qu'ils vont plus se mettre à exister, qui remettent en question le système patronal belge, la société belge, parce qu'ils disent qu'ils sont en train de nous exploiter. Il y a des Belges qui exploitent des gens sans papier. Et l'État dit oh non, ça rentre pas dans le cadre de la loi. Il y a un moment, sors de ton livre, quoi, vis la vie, quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les enfants de ces gens-là, en fait, ce qu'ils sont en train de subir, les gamins. T'imagines dans 10 ans, dans 15 ans, ce qu'ils auront vécu, quoi, et ce qu'on est en train de construire, parce que les gamins, ils vont rester ici, hein, de toute manière. Hein. Et comment on construit le monde de demain, quoi. Et on le construit sur de la violence, parce que ce qui se passe ici, c'est silencieux, c'est calme, mais c'est la chose la plus violente que j'ai connue dans ma vie, c'est ça, quoi. Alors, on est aujourd'hui, 5 mois plus tard. Les personnes, donc les 475 personnes qui étaient en grève de la faim ont arrêté leur grève de la faim, notamment parce qu'elles ont eu un accord oral de négociateurs du secrétaire d'État à l'asile et à la migration, un accord oral pour des critères assouplis. Ils avaient imaginé qu'il y aurait au moins 90% des personnes qui seraient régularisées. Aujourd'hui, on en est loin. La violence, elle se poursuit. La violence dont parlait Cédric Héroux dans l'extrait, elle se poursuit pour vous aujourd'hui ? Oui, elle ne s'est pas arrêtée et il suffit de voir et d'entendre les personnes qui se sont mises en grève de la faim pour le comprendre, pour comprendre à quel point leur angoisse et leur désespoir n'a pas trouvé de repos. Quasiment l'ensemble des personnes a introduit une demande de séjour. Donc cette grève de la faim, c'est heureusement terminé. On le souhaitait tous, acteurs de la société civile comme autorités. Là, on se trouve tous d'accord. On est aujourd'hui dans une situation où on voit les premières décisions arriver. Il y a une soixantaine de décisions qui ont qui ont été notifiées aux personnes. Et sur la soixantaine, il y a très très peu. Il y a une petite dizaine de décisions positives. Et donc c'est la douche froide. Alors c'est la douche froide pour les personnes qui ont reçu une décision négative, mais c'est la douche froide pour toutes celles qui attendent encore une décision. Et donc, oui, c'est le désespoir. Parce que pour revenir à la situation de l'été et encore un petit peu en amont de l'été, cette grève de la faim, elle a été initiée par des personnes qui n'avaient plus d'autres armes. Alors, on a de nombreuses personnes qui étaient là et qui sont toujours là depuis des années. C'est pas 2 ans, 3 ans, c'est quasiment une vie. 5, 10, 15 ans. Mais quand on en a 30 et que ça fait 12 ans qu'on est en Belgique, en fait, c'est quasiment une vie. Et donc, ces personnes sont entrées en grève de la faim et l'ont expliqué. L'Union des sans-papiers l'avait bien expliqué en disant « On n'est pas là pour faire un chantage, mais on n'a plus d'autres armes. » Parce que ça fait 10 ans de violence au quotidien dans leur vie, de travail, parce que tous les sans-papiers travaillent, évidemment, personne ne vit d'amour et d'eau fraîche, et donc de travail dans des conditions indignes, sans aucun respect du salaire minimum, des congés. On est en période Covid encore aujourd'hui. Oui, ça a encore été renforcé, évidemment. C'est peut-être ça qui a encore mis en lumière, peut-être, c'est cette crise sanitaire où on a vu que tous ces gens n'avaient droit à aucune aide. Aucune protection. N'avaient droit à aucune protection. Aucune protection. Alors tout au plus, les CPAS bruxellois, en tout cas, ont reçu la possibilité d'aider des personnes sans papier à des fins humanitaires. Hein. Donc on parle de colis alimentaires, par exemple. Hein. Donc on ne donne pas une aide financière comme ça. Mais la précarité, on le sait, la précarité des précaires a été encore augmentée, sans papier, mais toutes les autres franges de la population qui connaissaient la précarité. Et donc aujourd'hui, la situation des sans-papiers, c'est terrible parce que les autorités prétendent que rien n'a été convenu au moment de l'arrêt de la grève de la faim, que jamais rien ne leur a été promis. Et nous avons 4 négociateurs, que sont 2 avocats, Marie-Pierre de Buisseret, Alexis de Soif, Mehdi Kassou, le responsable de la plateforme citoyenne, et le curé de l'église du Béguinage, Daniel Aliette, qui se sont retrouvés dans des réunions assez confidentielles autour du 21 juillet pour discuter avec l'Office des étrangers et l'émissaire spécial qui avait été nommé. Et puis, on se retrouve dans une situation où ces 4 négociateurs disent
vous ne respectez pas vos engagements, et de l'autre côté, les autorités disent on ne s'est jamais rien engagé, on ne s'est jamais engagé à rien. Et donc, qui sont les victimes de cette situation ? Évidemment, les sans-papiers. Et c'est quand même, à tout le moins troublant. Moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions dans lesquelles j'ai entendu aussi l'Office des étrangers égrener les éléments qui étaient favorables dans les dossiers. Tout le monde voulait que cette grève de la faim se termine, en ce compris le directeur de l'Office des étrangers, mais il s'est un peu avancé. À tout le moins, il ravale sa parole. Alors, il n'y a peut-être pas eu d'engagement, mais en tout cas, même si on essaye de sortir de ce débat stérile de qui ment, moi je sais qui ment, j'étais à des réunions et j'ai entendu ce que j'ai entendu, mais au-delà du mensonge, pour en revenir aux paroles de Cédric Héroux, qu'est-ce qu'on cherche dans cette situation ? On a des dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, qui font partie de nos sociétés, de nos villes, de nos collègues, des parents, des enfants qui accompagnent les nôtres à l'école. Et on veut continuer encore longtemps de les laisser vivre dans cette situation-là d'indignité où les travailleurs ne sont pas à l'abri d'avoir un accident du travail et d'être laissés pour morts sur un chantier, où on a des enfants qui poursuivent leur scolarité avec une épée de Damoclès en sachant que leur diplôme ne sera peut-être jamais homologué. On a des vies qui sont en suspens ici, d'hommes, femmes et enfants, et on veut continuer longtemps à ce que des dizaines de milliers de personnes, parce que c'est pas quelques centaines de personnes. Le béguinage, cette grève de la faim, c'était 470 personnes. Mais évidemment, c'est beaucoup plus. C'est l'arbre qui cache la forêt. On est sur des dizaines de milliers de personnes concernées sur le territoire. On sait qu'il y a des secteurs entiers de l'économie qui fonctionnent grâce à cette main-d'œuvre corvéable à merci. On sait aussi que parmi ces personnes, il y a des aides-soignants, il y a des personnes compétentes dans des métiers en pénurie, notamment pour aider à reconstruire dans les zones qui ont été inondées. Et on veut manifestement continuer à pouvoir exploiter ces personnes avec leurs compétences, mais surtout ne pas leur donner de droits. Soyons un peu plus pragmatiques, essayons de mener ce débat, et peut-être que les débats qui ont lieu à la Chambre autour de ces accords, pas accords. Oui, justement, il y a des auditions cette semaine. Voilà. Alors, on enregistre l'émission, les auditions n'ont pas encore eu lieu, mais donc il y a des auditions qui ont lieu cette semaine qui devraient permettre d'éclaircir. Vous espérez qu'elles éclaircissent un petit peu ce qu'il s'est passé et qui pourraient expliquer pourquoi ces gens qui pensaient sincèrement avoir leur papier, aujourd'hui se voient tout simplement refuser de nouveau l'accès au territoire. J'espère. Alors, je crains que ça ne remette pas en question les décisions qui ont été prises à l'égard de ces personnes, mais si au moins on pouvait gagner et avancer dans l'approche à l'égard de la situation des sans-papiers, se rendre compte que le système actuel aboutit à ce genre de situation, où le cadre légal est tellement peu clair, il n'y a tellement pas de critères, on est toujours dans ce pouvoir discrétionnaire, mais moi j'appelle ce pouvoir plus discrétionnaire, je l'appelle arbitraire, quand c'est à ce point fragile et que c'est à ce point peu clair. J'espère que les députés, les autorités, les médias et toutes les personnes qui entendront ces débats se rendront compte qu'on ne peut pas rester dans cette situation, qu'il faut éclaircir, rendre transparente cette politique. Il y a une vidéo du directeur de l'Office des étrangers qui a été diffusée, je pense qu'elle a été enregistrée ici sur le campus de la VUB, où à son insu, il a été enregistré par les personnes sans papier et il dit « Mais bien sûr qu'il y a des critères, il y a toujours eu des critères, mais c'est le gouvernement qui décide. Dans quel état on vit ? Pas un état de droit en tout cas, quand il y a des critères qui ne sont pas connus par le public, qui doit y faire appel, mais qui est bien connu par les autorités politiques. On en est là. J'espère qu'on arrivera à en sortir et j'espère qu'enfin on se rendra compte qu'il faut des critères, il faut une commission, un processus qui permettra de décider qui et pour quelles raisons reste en Belgique, obtient un titre de séjour. D'autres États font ce pas-là. Oui. Pourquoi pas la Belgique ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire que c'est quand même possible, parce qu'on voit par exemple l'Allemagne qui a un nouveau gouvernement depuis la semaine passée, et l'accord de gouvernement prévoit par exemple des mesures très claires pour favoriser l'intégration des personnes migrantes, en particulier par exemple les personnes qui sont présentes en Allemagne depuis au moins 5 ans et qui n'ont pas commis de crimes ou de délits. Elles recevront un permis de séjour temporaire leur permettant de préparer leur demande de séjour à long terme. Toutes les personnes présentes en Allemagne, quel que soit leur statut,
statut auront le droit de travailler. Donc là, le gouvernement allemand veut aussi, prône aussi des critères très clairs au niveau européen, plus de collaboration et de solidarité européenne. Ça veut dire qu'il y a moyen de bouger, il y a moyen d'avancer sur ces questions. C'est pas juste une utopie. Évidemment, c'est pas une utopie. C'est pas comme si on faisait venir des personnes sur le territoire. On règle le sort et la dignité de personnes déjà présentes sur le territoire. Qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans. Ce sont nos concitoyens, mais nos concitoyens avec une sous-dignité, une sous-citoyenneté, une sous-humanité. Et donc l'Allemagne fait ce pas-là, l'Irlande l'a fait aussi la semaine juste avant. Et puis il faut savoir que pendant la période de la pandémie, la France, par exemple, a aussi pris des mesures à l'égard des personnes sans papier en se disant, il y a certaines situations qu'on ne va pas réussir à gérer. Ici, l'espace aérien est fermé. Arrêtons d'être dans des postures politiques, soyons pragmatiques. La Belgique n'a pas bougé d'un iota. Donc les titres de séjour qui arrivaient à expiration sont arrivés à expiration en pleine pandémie, même pendant le premier confinement, alors qu'on savait très bien que personne ne pouvait quitter le territoire, même avec toute sa bonne volonté. Et donc, oui, bien sûr qu'il y a moyen, il faut cesser d'avoir peur de l'extrême droite, cesser d'avoir peur de la droite nationaliste aussi, cesser d'avoir peur de la sanction électorale. Je pense que les autorités politiques devraient comprendre le gain aussi à clarifier une situation, à reconnaître des droits, les droits des personnes sans papier, mais aussi les droits des travailleurs des secteurs dans lesquels sont actives les personnes sans papier, parce que c'est bon pour personne. Alors, on n'a même pas besoin d'être très généreux et très progressiste pour faire ce pas-là. On peut aussi le faire juste par intérêt économique, se dire que, là, on a besoin de travailleurs, on a des professionnels, je le disais, de la santé, des métiers de la construction, justement, on a besoin de cette main-d'œuvre-là. Donnons-leur des titres de séjour. On l'entendait, Tariq, un des porte-parole de l'Union des sans-papiers, dire on veut pouvoir travailler dignement, parce qu'ils travaillent déjà, laissons-les travailler dignement. Je n'aime pas cette vision utilitariste où on pourrait dire ça rapportera à l'État, ça va remplir les caisses aussi, mais au-delà de ça, l'État se grandirait à redonner de la dignité et des droits aux personnes sans papier. L'Allemagne le fait, c'est pas un pays... le pays le plus progressiste en la matière, mais l'Allemagne, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il y a un côté pragmatique. Il y a un côté pragmatique de se dire, est-ce qu'on doit continuer à avoir peur ou est-ce que simplement on serre les dents, on le fait, on va se faire critiquer. Angela Merkel, quand elle était encore en poste, s'est fait critiquer, mais y est allée avec son Wirtschaften das, y est allée, la sanction, elle ne l'a pas rencontrée. Elle a été confrontée à des critiques. Ici, la sanction électorale, on en a peur depuis tellement longtemps qu'on ne fait plus rien. Mais à ne faire plus rien, on laisse cette indignité grandir et le nombre de personnes qui la vivent atteindre des proportions qui sont insupportables dans notre société belge. Alors, pour rester sur la politique belge, Sami Madi, secrétaire d'État à l'asile et à la migration, est en poste depuis un peu plus d'1 an. Quel regard vous portez du coup sur sa politique ? Je sais que vous avez dénoncé il y a quelque temps un double discours qu'il pouvait avoir. Alors on voit que dans la question de la régularisation, il y a ce double discours. Dans la question aussi de l'enfermement des enfants, il y a un problème de double discours. Un regard très négatif sur sa politique du coup ? Alors, j'ai essayé pour le CIRE, on a essayé d'être le plus objectif possible, même si on est le CIRE, et donc forcément qu'on a un parti pris, puisqu'on est là pour défendre les droits des personnes étrangères. Mais on a salué au moment de la mise en place de ce gouvernement, de cette majorité et de l'arrivée de Sami Madi, on a salué le changement de ton. Et le changement de ton, il faut vraiment le chercher maintenant pour encore le constater, mais il y a quand même une autre communication que celle qui était menée par ses prédécesseurs. En attendant, les mots c'est bien, mais nous, ce qui nous intéresse de manière pragmatique, c'est les faits, la réalité. Et dans la réalité, ça n'a pas changé. On le voit bien, fait d'asile, comme les autres années, est toujours confronté à la même situation. On voit toujours des demandeurs d'asile à la rue, on voit toujours des personnes sans papier, et plus que jamais hurler de désespoir et se mettre en danger, ne pas être entendu. On a vu ce secrétaire d'État se défendre en justice pour surtout préserver le cadre légal qui permet la détention des enfants. Alors pour l'instant, les enfants ne sont pas détenus.
sauf lorsqu'on émet un doute sur leur minorité. Alors si on considère que cet enfant-là n'a pas vraiment la tête d'un mineur, alors on le détient le temps de savoir, de faire les tests d'âge. Et donc, alors le secrétaire d'État, la main sur le cœur, va dire « mais bien sûr, il n'y a pas d'enfant en centre fermé ». Pas à ses yeux, mais ça dépend... Moi, mes yeux ne voient pas la minorité sur la tête de quelqu'un, en fait. Ça n'est pas comme ça que ça se voit. En fait, il y a des tests... C'est au faciès. C'est au faciès, c'est insupportable, et donc... ce secrétaire d'État ne fait pas très différemment de ses prédécesseurs. Tout au plus, il a lancé des chantiers que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à lancer. C'est très bien. Donc peut-être que pour l'avenir, mais l'avenir à moyen terme, c'est pas l'avenir immédiat, à moyen terme sera mieux. La réalité des personnes étrangères avec ou sans papier aujourd'hui est la même que les dernières années, malheureusement. Oui, et les actions en justice, vous le disiez, se cumulent, que ce soit par rapport à la situation au Petit Château, par rapport aux critères de régularisation, où vous êtes associé avec la Ligue des droits humains et avec 5 grévistes de la faim. De nouveau, vous avez attaqué l'État en justice par rapport à ces critères de régularisation. Donc on voit que ces actions en justice se poursuivent. Alors peut-être juste pour terminer l'émission en regard un peu plus international, je disais l'Allemagne dans son accord de gouvernement demande aussi plus de solidarité au niveau européen. Alors on sait que c'est un grand débat, un grand chantier, mais quand même là aujourd'hui on a encore plus ou moins 7000 migrants qui sont à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, des migrants qui ont été instrumentalisés, qui ont été le gouvernement biélorusse est allé les chercher dans leur pays pour faire pression sur l'Europe. On voit vraiment que ces personnes ne sont plus vraiment des humains, ce sont devenus des objets de marchandage. Oui, mais en fait, alors toute proportion gardée, c'est un peu la même chose sur le territoire belge. On voit les autorités politiques nationales, européennes, internationales utiliser la migration, mais quand on dit utiliser la migration, c'est utiliser les migrants pour gagner un combat politique et un combat électoral in fine. Donc, ce qui se joue à la frontière biélorusse, c'est jouer avec les autorités turques, il y a quelque temps aussi, où les personnes un petit peu autoritaires, les partenaires un petit peu autoritaires de l'Europe ont bien compris la faiblesse de l'Europe. L'Europe essaye à tout prix de laisser les migrants le plus loin possible de ses frontières et essaye de confier à ses partenaires, quels qu'ils soient, même s'ils sont un petit peu autoritaires, voire dictatoriaux, essaye de leur confier ses propres obligations et donc que ces autorités se chargent d'accueillir les personnes migrantes, de trier les personnes, de ne lui envoyer éventuellement que les vraiment bons réfugiés qui auraient obtenu le statut. C'est donner beaucoup de pouvoir à ces gentils partenaires autoritaires. Et donc, les autorités biélorusses l'ont bien compris et ont monté vraiment dans les tours en se disant, on va faire venir vraiment l'objet de la discorde. Et l'objet de la discorde, c'est des humains, c'est des milliers d'humains. Et qu'est-ce qu'on a vu en face? On n'a pas vu des autorités européennes s'offusquer de cette situation. On les a vus dire, oh, le méchant dictateur utilise les migrants. Mais est-ce qu'on s'est montré un petit peu à la hauteur des valeurs européennes, de l'histoire européenne ou des valeurs belges? Est-ce qu'on s'est montré plus accueillant? Non. On s'est surtout dit, n'accueillons pas. Je rappelle, la Pologne a quand même interdit à la presse de venir sur place. Il n'y avait pas moyen de venir documenter la situation. Et on n'a pas vu la solidarité européenne s'exercer, se témoigner et s'affirmer comme un principe pour faire face à un dictateur qui utilise des migrants. Non, l'Union européenne continue de penser qu'elle peut se barricader. Et pourtant, la Belgique et l'Union européenne devraient quand même un tout petit peu se rendre compte que c'est une terre d'immigration et qu'on peut gérer cette immigration, que l'immigration n'est pas ingérable. L'Allemagne le fait depuis un moment. Il y a des flux migratoires importants avec certains États et pas tous les États européens. Mais si on acceptait de réellement débattre de cette migration et de l'organiser plutôt que d'investir tous les moyens humains, financiers, à la répression, à l'arrestation, à la détention des personnes, même le pape s'en offusque. La Manche devient aussi un cimetière malheureux à nos portes. C'est insupportable de voir l'Europe s'enfoncer dans ce côté conservateur de la gestion de la migration. Il n'y a vraiment aucune lueur d'espoir. Allez, on est en fin d'année, on se dit, est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir pour 2022 ou vraiment vous ne la voyez pas?
Alors, moi, je suis une pragmatique et je suis une optimiste, sinon je ne ferai pas du droit des étrangers, je ne me battrai pas dans cette matière depuis autant d'années. En fait, pragmatiquement, je me dis que les autorités ne vont pas pouvoir continuer longtemps parce que ça va exploser. En Belgique, on n'aime pas parler de ces chiffres, mais on est entre 100 et 150 000 sans-papiers en Belgique. C'est quand même important, hein. C'est une ville, c'est une moyenne à grande ville qui est composée de personnes sans papiers. Ça peut faire peur, mais ce problème doit être géré, cette situation doit être gérée. C'est la même chose pour l'Union européenne. L'Union européenne va-t-elle continuer de consacrer autant de moyens financiers à la sécurisation de ses frontières plutôt qu'à l'intégration des personnes étrangères? Le pragmatisme et les actions en justice que l'on gagne me rend un petit peu optimiste pour l'avenir en cette période de fin d'année. On va espérer en tout cas qu'il y ait quelques les petites lueurs d'espoir pour 2022, que ce soit un petit peu moins pire, on l'espère, l'année prochaine. Sotie Tengo, merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes directrice générale du CIRE. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.